L'école actuelle a fait le pari de placer l'élève au centre des apprentissages. C'est donc tout naturellement que la communauté éducative se mette au service de sa réussite scolaire et professionnelle. Si l'on comprend les rôles et les missions des personnels qui encadrent l'établissement et le rôle de l'élève lui-même, celui des familles s'avère plus difficile à définir dans le cadre scolaire. Notre enquête du jour avec cette question: quelle place redonner aux familles et aux responsables légaux au sein de la communauté éducative? C'est sur Capsule Éducation. Deux indispensables à présent. Le premier, c'est l'article L111.4 du Code de l'éducation qui nous rappelle que, j'ouvre les guillemets, les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Fin de citation. Voilà notre deuxième indispensable, au niveau de l'implication des parents dans l'institution scolaire cette fois. Et la circulaire de juillet 2012 stipule que, je rouvre les guillemets, les parents, en leur qualité de membres de la communauté éducative, doivent être systématiquement encouragés à s'impliquer non seulement dans le suivi scolaire de leurs enfants, mais également, de façon plus générale, dans la vie de l'établissement. Fin de citation. Avant tout, un peu d'histoire et de contexte. Oui, je sais, c'est barbant, mais il faut bien passer par là avant. Contexte. Une école des essentiels, c'est-à-dire apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Les bases pour travailler dans une époque où encore peu d'élèves accèdent aux études supérieures pour de nombreuses raisons. L'une d'elles étant le frein financier des parents, l'autre l'accès au lycée plutôt pour la ville et l'accès au collège plutôt en campagne, pour des questions de transport notamment. Si les parents s'impliquaient déjà dans la vie scolaire de leur enfant, ils n'avaient pas une place clairement définie dans la communauté éducative. La présence des représentants des fédérations de parents d'élèves est par exemple seulement reconnue en 1968 pour les conseils de classe ou d'administration. Ce sont les années 1980, via des changements législatifs, qui ont ouvert la voie de l'école aux familles, leur permettant de se faire une place dans la communauté éducative et d'élargir leur rôle. Possibilité d'entrer dans les instances de l'établissement, de représenter les parents d'élèves, de s'impliquer dans la vie de l'établissement, et bien plus. D'ailleurs, c'est la loi d'orientation de 1989 qui scelle la reconnaissance des parents d'élèves comme membres de la communauté éducative, que l'on qualifie désormais de partenaires permanents de l'école. Les années et la politique passent par là, les mentalités et les besoins avec. Voilà ce qui a permis à l'école de s'ouvrir non seulement à tous les élèves, mais aussi à leurs familles. Encourager les élèves à poursuivre leurs études au-delà du lycée, donc quoi de plus logique qu'inclure petit à petit les familles dans la vie de l'élève, en plus de celle de l'enfant, et aussi dans la vie de l'établissement. D'autant que la génération encouragée à étudier devient elle-même famille d'élèves, plus instruite, plus en capacité de comprendre les enjeux de l'école. Concrètement, quels sont les principaux droits des familles avec toutes ces ouvertures? Le droit de participation d'abord, ou celui d'implication, c'est selon. Participation à la vie de l'établissement et dans ses instances par la présence de représentants parents. Implication dans la scolarité de l'enfant en allant aux réunions, en l'accompagnant dans ses difficultés, en travaillant avec ses enseignants. Et aussi un droit à la formation, c'est-à-dire que chaque parent puisse suivre la scolarité de ses enfants. Comportement, résultats scolaires, problèmes rencontrés, sanctions, tout ça doit être accessible aux familles via les livrets scolaires dans le premier degré et les bulletins scolaires dans le second degré. Ça et un accès à la scolarité via le logiciel de suivi d'absence et de retard. Au passage, pour le suivi de la scolarité du jeune, les parents ont bien le droit de demander un rendez-vous avec toute personne de l'établissement, enseignant, comme bus scolaire ou autre personnel. C'est après aux enseignants de vérifier si le motif leur paraît cohérent. Et avant de nous plonger dans la place qu'occupent vraiment les familles, il faut rappeler une dernière chose, un petit élément lexical juste pour chipoter. Dans la question du jour, je dis bien redonner et pas donner. Redonner, ça veut dire donner à quelqu'un quelque chose qu'il a déjà eu, mais qu'il n'a plus. Parce que comme on va le voir tout au long de l'épisode, la place qu'occupent les familles dans l'institution scolaire n'est plus la même que celle qu'elles occupaient avant les années 2000. Période à laquelle la manière de considérer l'école a, semble-t-il, pris un autre tournant. Là où confiance et respect rythmaient les rapports entre ce couple, comme on peut l'appeler, aujourd'hui ce n'est plus la même chose que l'on observe. L'implication des familles a, elle aussi, changé, d'où se redonner.
L'épisode 4 posait les familles responsables légaux comme premiers éducateurs de leur enfant, et les enseignants et l'établissement comme instructeurs et accompagnateurs de la formation de l'élève. Oui, enfin, les rôles ont tendance à se confondre de plus en particulier depuis les années 2000. Des enseignants qui en viennent à devoir justifier de leur méthode et leur contenu disciplinaire auprès de parents empressés et mécontents. Des parents qui en viennent à protester contre telle leçon et désapprouvent tout sens de l'effort demandé à l'élève, qui contestent fortement tout ce qui a trait à la scolarité de leur enfant. Si cela montre au moins qu'ils sont engagés et impliqués, les façons d'échanger avec la communauté éducative laissent plutôt un goût amer. La frontière s'amincit quand des parents, certes bien intentionnés au départ, vont regarder le cahier de leur enfant en école élémentaire et souligner toutes les fautes qu'il aura fait, puis venir en parler aux instituteurs au portail, en pensant que c'est l'instituteur qui a fait la faute et pas l'enfant. Oui, nous sommes d'accord, faire des fautes ça arrive à tout le monde, moi la première, et à mes collègues aussi, mais plutôt que d'aller signaler la chose sur un ton parfaitement méprisant, peut-être d'abord être certain qu'il y a une faute, ensuite expliquer cette faute à son enfant pour qu'il la corrige, et en parler avec les enseignants après, sans accuser à coups d'insultes si possible. Comme ça, s'il s'avère que la petite erreur écrite était le fait de l'enfant, ça évitera de devenir rouge et de se confondre en excuses. Non, je ne l'ai pas vécu, mais les collègues le supportent quotidiennement. Et le pire, c'est que ça touche vraiment tous les niveaux d'études. Des parents comme éducateurs ou comme instructeurs. La frontière s'amincit toujours quand des familles énervées, qui sont dans l'incompréhension souvent, viennent reprocher les méthodes de cours, ou mieux, bien mieux, le fait de donner des devoirs à la maison. Mais s'ils avaient été instructeurs, ce qu'ils ne sont pas, peut-être auraient-ils compris sans se crisper que le travail en cours ne suffit pas. Pour retenir un cours et se l'approprier, pour être en mesure de le réutiliser et de le comprendre, il faut que l'élève soit dans une attitude active, c'est-à-dire avoir le sens du travail et de l'effort, et faire ses devoirs s'il veut progresser. Ce n'est pas une histoire de vouloir trop en donner, c'est une histoire d'accompagner les élèves dans leur avenir. Et ça passe par la capacité à faire un effort dans un contexte donné, celui de l'école. Trop de devoirs et trop d'heures de cours, trop de transports en commun à faire, contexte social qui ne favorise pas l'ambiance studieuse, ça sera l'objet d'un épisode bien plus complet, mais déjà une chose. Ce genre d'argument ne suffit pas pour expliquer le mépris des familles et des élèves pour cette part du travail scolaire. Entre éducation et instruction, il y a aussi cet élément auquel on ne pense pas toujours, mais qu'il est utile de rappeler, le choix de l'orientation de l'élève. Parce que sur temps scolaire, le jeune est bien un élève et pas juste un enfant. L'école applique les parents dans ce choix d'orientation, c'est ainsi qu'ils peuvent s'interposer à une décision d'orientation prise par les équipes pédagogiques. D'un côté, proposer à un élève qui veut se lancer dans telle filière malgré ses résultats trop justes d'aller dans une autre filière. De l'autre côté, un refus catégorique de ce choix. Cette implication est certes importante, car elle montre justement l'engagement des parents d'élèves dans la scolarité de leur enfant. Mais ce ne sont pas à eux de déterminer le niveau de l'élève qui est leur enfant, c'est aux équipes pédagogiques. Est-ce que le choix d'orientation devrait directement aller aux enseignants et juste aux enseignants? Non, pas nécessairement. On parle de partenariat, pas de hiérarchie carrée. D'autant que les erreurs arrivent aussi du côté enseignant, inutile de le cacher. Autre cas de figure pour l'orientation, celui où les parents insistent pour envoyer leur enfant dans des études qu'ils ont déterminées pour lui, parce que c'est la tradition, parce que plein de raisons. Des études que l'enfant ne veut pas faire au passage. Une situation qu'on a plus ou moins beaucoup observée dans d'anciennes séries S. Et pour le coup, l'élève ou l'enfant a quand même son mot à dire, il s'agit de son avenir. Mais pression de la famille, donc obligation de suivre la vie familiale. On a compris que les frontières se resserraient et que la place de la famille n'était plus tout à fait très claire, mais les dérives profondes et dangereuses qu'on observe dans les établissements de France et d'outre-mer, on peut en parler aussi? On aura tous lu un article ou entendu un témoignage d'enseignants ou personnel non enseignant épuisé, à deux doigts de se mettre en arrêt maladie parce qu'un élève l'a agressé, voire même qu'un parent l'a agressé, l'a insulté, l'a envoyé en justice. Je ne lirai pas de témoignages ici, anonymat oblige, mais les moteurs de recherche sont à votre portée, vous y trouverez vraiment tout le nécessaire. Premier degré, second degré, ou enseignement supérieur aussi, c'est la même souffrance pour tout le monde, et peu importe notre corps de métier, nous ne sommes plus en sécurité, parce que les parents eux-mêmes se plongent corps et âme dans les dérives vicieuses. Premier exemple, les papiers d'inscription à rendre complétés et signés en fin d'année par les élèves et les familles ou responsables légaux. Que ce soit le secrétariat ou la vie scolaire qui s'occupe de réceptionner et de traiter les dossiers, soyez certains qu'il y aura toujours des dossiers non conformes à qui il manque soit des éléments, soit des informations, soit des signatures. Bon, ça arrive, on l'évite, on veut en finir, on pense à autre chose, soit.
Mais quand on appelle les familles pour leur signaler une non-conformité, soit on est bien reçu, et là c'est génial, soit on est reçu comme du crottin, avec mauvaise foi à l'appui. Et j'ai pas le temps pour vos histoires, je travaille moi, est une phrase privilégiée dans ces cas-là. Ah si, déjà entendu moi-même. Deuxième exemple, toujours sur les dossiers d'inscription. Des parents qui ont coché des cases pour les options de leurs enfants, admettons latin, grec ou même enseignement de spécialité au lycée. À la rentrée, les élèves ne se présentent pas en cours, et quand on vient leur signaler qu'on est inquiet de leur non-présence, ils nous disent qu'ils se sont pas inscrits ou qu'ils n'ont plus envie d'aller dans ce cours. La suite, vous la connaissez, hein. Ce sont juste les élèves ou les familles qui ont coché quelque chose en trop et qui feront preuve de mauvaise foi quand on le leur dira. Et en attendant, l'élève est quand même toujours compté dans l'effectif de ce cours. Et les parents remuent ciel et terre pour faire plier l'administration, sauf que les heures de cours sont déjà établies, et que les profs ont déjà leurs effectifs aussi. On va dire que ces exemples étaient plutôt gentillets, mais là où ça devient terrifiant, c'est quand les familles font pression sur les enseignants, sur les personnels éducatifs, le chef d'établissement, le rectorat même. Quand ils exécutent du chantage absolument abject parce qu'ils ne sont pas contents d'une punition ou d'une sanction, qu'ils veulent contester une note, les témoignages et les justifications ne manquent pas. On en aura forcément croisé au moins un dans sa carrière. Bon, on arrête quand même de taper sur les parents 2 secondes, parce qu'il y a quand même quelque chose là-dessous. Toutes ces critiques, tout ce rejet de l'école, tout ce dénigrement permanent que la presse aime à entretenir en voyant les réactions exacerbées. D'où ça vient? Outre la presse, il y a tout simplement le facteur humain, le vécu. Des parents fermés à l'école, ou crispés, qui ne perçoivent ni l'intérêt ni la nécessité de cette institution, parce que quand ils étaient eux-mêmes élèves, ils ont vu et vécu une autre école, et l'ont peut-être détestée, peut-être même qu'on les a méprisés dans ce système. Il ne s'agit pas là de trouver une justification à des comportements parfaitement inexcusables et condamnables, mais de comprendre que ce que l'on prend pour un dénigrement par simple plaisir, parfois, c'est le dénigrement d'une vie qui vient d'un vécu particulier. Une fois que l'on a conscience de cette possibilité, on peut commencer à rassurer le parent, ouvrir le dialogue avec lui petit à petit, et lui rappeler que l'école n'est pas là pour déstabiliser et maltraiter l'enfant ou l'élève, mais bien l'amener à la réussite, avec l'aide des familles. Oui, bon, je sais, tout le monde ne sera pas réceptif à ce discours, et tous les parents ne changeront pas du jour au lendemain. Mais certains seront moins fermés à l'institution scolaire, et ça, c'est déjà un net progrès. Dérive du côté des familles, mais que se passe-t-il quand l'école dérive elle aussi et rentre dans la sphère familiale de l'élève? L'autorité parentale est très claire dans l'institution scolaire. Chaque parent se doit en effet d'être informé de la scolarité de son enfant, peu importe la situation familiale. Sauf cas exceptionnel où, dans ce cas, une copie de jugement rendue par un tribunal doit être transmise à l'établissement, stipulant clairement que seul l'un des deux parents a l'autorité parentale complète. C'est sur cette dernière partie que le rôle de l'école manque de clarté si les documents ne lui sont pas transmis. Car pour justifier une absence, un retard ou pour récupérer un enfant malade, il faut l'accord des parents et la présence d'un responsable pour prendre en charge l'élève. Il est déjà arrivé que des parents divorcés ou séparés n'ayant pas l'autorité parentale viennent chercher leur enfant, et que dans le même temps, le parent ayant l'autorité parentale s'inquiète ou se retourne contre l'établissement, à raison ou à tort, hein, parce que l'autre parent a perdu son autorité parentale. Mais ça, l'établissement ne le savait pas. Et si les papiers n'ont pas atterri dans le dossier d'élève, comment peut-on, nous, décider de qui a l'autorité parentale ou non? Pas de miracle là-dessus, l'école n'a pas le droit de prendre cette décision, c'est pas son rôle. Il n'est également pas rare que la relation entre l'élève et l'école sorte du cadre attendu. On a probablement tous eu des élèves venus se confier à nous, peu importe notre métier et notre fonction. On a peut-être tous entendu de la bouche de nos élèves que ceux-ci nous parlent de leurs problèmes, mais qui n'en ont pas parlé à leur famille, à leurs proches. Peur du regard familial, crainte par rapport à une situation tendue, timidité ou honte, ou autre. Cette situation s'avère très commune. Est-ce un mal de laisser l'élève se confier à nous plutôt qu'à la famille? Dans l'absolu, non. L'élève se confie parce qu'il a envie de parler à quelqu'un, qu'il en éprouve le besoin. Notre rôle est d'instruire et d'accompagner, donc recevoir la parole de l'élève fait partie de nos missions. Comment réagir alors lorsqu'un élève vient nous confier un mal-être dont il n'a pas parlé à sa famille? Comment réagir lorsqu'on vient nous demander des conseils spécifiques, parfois intimes? Comment réagir lorsqu'une élève enceinte nous demande de l'accompagner dans sa démarche d'avortement sans prévenir sa famille? Sur cette question, la lettre d'information juridique numéro 28 d'octobre 2008 nous donne un élément de réponse. Des dispositions ont d'ailleurs été prises à partir du Code de la santé publique. Je vous en donne les principes.
Ces dispositions prévoient le droit pour une femme mineure non émancipée de ne pas recueillir le consentement de ses parents avant de subir une IVG, c'est-à-dire un avortement, à la condition d'être accompagnée dans sa démarche par une personne majeure de son choix. Dériver sur la sphère familiale de nos élèves, nous le faisons de plein de façons différentes, sans forcément nous en rendre compte. On accompagne au mieux, on aide au mieux, on soutient au mieux. Agir humainement n'est pas une honte ou un problème, mais tout comme les familles se doivent de tenir leur rôle auprès de leurs enfants, les personnels de l'éducation nationale se doivent d'observer la même rigueur dans leur posture, sans pour autant se fermer aux élèves. Garder le milieu n'est jamais chose aisée, surtout lorsqu'on parle d'humanité. Et dans tout ça, on ne peut que tenter d'encourager nos élèves à s'ouvrir à leur famille, en les accompagnant dans la démarche. Les relations famille-école sont aussi faites de collaboration et d'engagement commun. On parle de toute une partie de la communauté éducative, alors voyons tout ce qu'elle apporte de beau aussi. À commencer par les associations de parents d'élèves. Celles-ci diffusent des informations sur la vie de l'association et ses activités, ses réunions, les initiatives de parents d'élèves aussi. Outre cet aspect d'information aux autres parents d'élèves, les associations peuvent être représentées dans les instances des établissements scolaires, c'est-à-dire conseil d'école pour le premier degré, conseil d'administration pour le second degré. Pour le reste, il y a le conseil supérieur de l'éducation, conseil académique et départementaux, bref, tout un panel de possibilités pour les parents élus. Parler d'associations de parents d'élèves, c'est bien, mais parler des représentants élus et d'implication dans la vie de l'établissement, c'est mieux. Le site éducation.gouv livre des résultats qui interrogent pas mal sur l'implication des familles sur les représentants élus. L'étude en question a été faite sur les chiffres entre 1991 et 2021, soit 30 ans. Il est ainsi noté que pour les élections de représentants parents élus dans le premier degré, 50% de parents ont voté en 2021. Un très beau score d'ailleurs, puisque les chiffres tournent entre 45% et 50% depuis 30 ans. La meilleure année était d'ailleurs celle de 1999 à 2000 avec 51%, et la pire sur 2009-2010 avec 43% de vote. Mais là où on se pose des questions, c'est bien sur le second degré. 21% de vote en 2021, pire année depuis 1991 au passage, contre 33% de vote en 1999 à 2000, meilleure année pour les représentants élus. L'implication n'est pas du tout la même entre les deux degrés. Peut-être des choses à revoir de ce côté-là pour permettre aux familles de s'investir davantage. Ces comparaisons qui montrent un certain désintérêt pour la représentation des parents d'élèves dans les instances de l'établissement ne signifient pas pour autant que les familles sont désolidarisées de l'école, au contraire. L'implication se mesure aussi par les accompagnements aux sorties, la création d'activités pour les élèves en coopération avec les personnels. Bref, de beaux projets voient le jour grâce à toute l'énergie que mettent les parents volontaires pour animer l'établissement. Kermesse, spectacles, conférences, achat de matériel pour les enseignants et les élèves, tous ces éléments qui montrent à quel point les familles peuvent agir à leur niveau, et même plus. Les dernières années nous l'auront bien laissé voir, entre les différentes grèves, les mouvements et les changements internes suite à des pressions parentales, il est désormais impossible de nier le pouvoir des familles. Parents qui soutiennent les grèves et avancent main dans la main, c'est une image, ne faites pas cette tête. Donc avancent main dans la main avec les personnels dans leurs revendications, qui appuient ces revendications même. Des mouvements qui durent, toute une communauté éducative qui bouge dans le même sens, et les instances finissent par céder, rectorat comme personnel de direction. Il semblerait qu'aujourd'hui, la voix des parents soit, en fait, plus forte que celle des personnels. Un fait qui peut aider ou qui peut aussi briser, selon la situation et l'usage de ce pouvoir par les familles elles-mêmes. Alors, en fin de compte, quelle place les familles occupent-elles dans l'institution scolaire ? Dans les faits et les exemples précédents évoqués, il est évident qu'elles font entièrement partie de la communauté éducative, tantôt dénigrante ou dubitative, tantôt enjouée ou investie. Présents à travers les instances via les représentants élus, présents dans la vie de l'établissement, les parents tiennent le rôle d'éducateurs et de premiers accompagnants des enfants. Mais ils ne se cantonnent plus seulement à cette place. Et surtout, ils oublient qu'il y a une différence entre leur enfant et un élève. Lorsqu'il passe les portes de l'établissement, l'enfant devient bien élève, sous la responsabilité de personnes formées à le recevoir et à l'instruire en tant qu'élève. Et lorsqu'il quitte l'établissement, le revoici devenu pleinement enfant sous la responsabilité des parents. Plaintes, pression, chantage, incivilité et scandales ne sont pas une généralité, certes, mais c'est néanmoins de plus en plus courant, y compris dans les établissements dits calmes, précisément parce que de nombreuses familles ont oublié qu'elles sont associées à la communauté éducative, qu'elles sont partenaires à part entière,
que ce n'est pas seulement leur enfant chéri qu'elles doivent accompagner dans sa scolarité, mais aussi leur enfant en apprentissage, que l'école joue un rôle précis et qu'elle ne prendra pas la place de la famille, que l'école se modernise, évolue, s'ajuste, et que ses personnels ne sont pas là pour embrigader ou humilier, mais pour instruire, pour enseigner, pour former. Quelle serait la place à redonner à des familles plutôt récalcitrantes à l'institution scolaire? Une piste de solution qui n'a rien d'utopique parce qu'elle se fait déjà, même si elle n'est pas réalisable partout, j'en ai bien conscience. Impliquer réellement les parents dans cette démarche de coéducation, inscrire même cette démarche de coéducation dans le projet d'établissement, et tendre la main à l'autre pour ouvrir le dialogue, que chacun comprenne le rôle de l'autre, les responsabilités et les contraintes de l'autre. En bref, réinstaller la confiance qui s'est perdue, accepter que la coéducation soit possible. Une coopération entre les familles et l'école, tout en parvenant à séparer l'école de la maison malgré tout. Parce que si chaque rôle demeure essentiel, chacun doit pouvoir rester à sa place et travailler de pair en même temps. Et quand je parle de rôle, je rajoute ceci. On voit souvent le couple parent-prof comme si c'était les deux seuls maillons de l'école, mais le travail d'équipe va bien plus loin. Le dialogue et la coopération, ce n'est pas qu'une histoire de famille et d'enseignants, c'est aussi les élèves, c'est aussi tous les membres de la communauté éducative. Comment amener cette coéducation? Outre le dialogue, qui sera forcément la première étape de cette longue démarche, il faut aussi rappeler aux parents leurs responsabilités éducatives, les engager à s'impliquer davantage dans la vie scolaire de leur enfant, à s'ouvrir à l'école et à y participer, créer du lien par les rencontres. Et là, vous me direz, bah oui, ça prend du temps et tout le monde a un emploi du temps chargé, mais les temps d'échange existent déjà. Entre les réunions parents-profs, les portes ouvertes, les conférences et les temps de débat parfois proposés, créer des actions ensemble. Mais surtout, dialogue et coopération. On n'y échappe pas, il faudra forcément y passer par là. L'école évolue en même temps que ses publics, avec des nouveaux besoins et des nouvelles limites à redéfinir. Les rapports entre les familles et l'institution sont donc amenés à changer aussi. Pour l'instant, j'observe surtout une grosse majorité de mépris ou d'ignorance de la part des familles, et un ras-le-bol chez les collègues, qu'ils soient enseignants ou personnels non enseignants. Des tensions qui s'accumulent et qui font que on n'a plus autant l'envie de s'ouvrir à l'autre, de dialoguer avec l'autre. La patience s'effrite et on ne voit même plus toutes les belles initiatives, toutes les actions qui sont possibles. D'autant que le temps nous manque déjà, alors s'investir auprès d'un public dont on ignore s'il va nous tomber dessus après, moyen, ouais. Parents et personnel se renvoient à la balle à chaque fois qu'ils constatent que l'élève n'a pas l'attitude qu'il devrait avoir, ou bien se déchirent à coups de roule qui se confondent, de violence et d'incivilité absurdes. Et personne ne semble vouloir s'entendre sur ses responsabilités, sur ses attributions, sur sa place. C'est en tout cas ce que je constate auprès des établissements où j'ai travaillé, ou même simplement en lisant les témoignages des collègues, des parents, des élèves parfois. Alors, concernant la place que l'on devrait redonner aux parents, je vais, pour une fois, m'en tenir aux préconisations gouvernementales que voici. Attention, je rouvre les guillemets, ce sera la dernière fois. Accompagner votre enfant dans sa scolarité, c'est 1. L'encourager dans sa découverte de la lecture et de l'écriture et dans sa recherche d'autonomie. 2. Développer son sens des responsabilités, lui apprendre le nécessaire respect de lui-même et des autres, ainsi que l'utilité des règles de vie communes. 3. L'aider à acquérir une certaine hygiène de vie, entre parenthèses, sommeil et alimentation équilibrée, hygiène corporelle, activité physique, etc. Fin de la parenthèse. Qui le rendra plus disponible pour apprendre, mais aussi, à l'adolescence, pour affronter les tentatives de conduite à risque. Fin de citation pour de bon. Parce que les parents doivent retrouver leur place d'éducateur premier avant tout. Après seulement, après avoir réglé le problème d'éducation des enfants, l'institution scolaire pourra poursuivre son travail d'instruction avec ses élèves. Mais d'abord, les familles doivent reprendre à pleine main leur place d'éducateur et leur place de parents, c'est-à-dire de partenaires de l'école ouverts à la coopération. Mais bon, là, oui, il y a masse de travail à abattre. De rôle à peine pris en compte à membre à part entière de la communauté éducative, la famille d'élèves a vu ses différents rôles chamboulés au cours des 50 dernières années. Et si c'est une bonne nouvelle pour l'esprit d'équipe, dans la réalité, ce n'est pas une coopération que l'on observe, mais bien une place incertaine et des comportements qui n'ont rien à faire dans la sphère scolaire. Si les familles investies sont légion, malheureusement, on en retient surtout les familles pénibles ou démissionnaires. Et moi, je ne suis pas tout à fait sûre
Est-ce à l'institution de redéfinir le rôle des parents dans l'établissement, ou les parents qui doivent trouver le sens de leur place dans l'institution scolaire? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Je ne sais pas vous, mais moi, je discuterais volontiers du métier d'enseignant, un métier que l'on jalouse tant de l'extérieur, mais dans lequel il manque trop de candidats. Je vous dirais bien que c'est une coïncidence, mais ça, on saura la semaine prochaine. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.